Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Kouva, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Chaîne Téléécole. Bonsoir chers amis amoureux des mathématiques. Nous revoici encore une fois pour des défis d'animates sur Téléécole. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait attaqué la géométrie. Et comme en maths, c'est plus qu'en géométrie qu'on va développer des efforts. Et il y avait, rappelez-vous, il y avait une seule question. On avait deux polygones P1 et P2 de même aire. On se demandait est-ce qu'on pouvait transformer un polygone P2 à partir de P1. Donc, rappelez-vous, c'était le théorème de Wallace-Bolyai-Gervais. Et voilà notre solution. Donc, il y aura deux choses. D'abord, on va vous dire comment répondre à la question et ensuite expliquer, justifier en quelque sorte notre réponse. Et vous voyez, c'est vraiment très intéressant ce problème de géométrie. Donc, la solution générale, c'est quoi? On commence par découper P1 en triangle. Il est toujours possible de le faire. Je suis en train d'affirmer des choses que je vais justifier tout à l'heure, comme montré dans la partie 1-2 qui va venir tout à l'heure. Ensuite, à partir de ces triangles, on construit des rectangles dont l'un des côtés vaut 1. Je répète, je prends la figure, je le découpe en triangle. J'affirme que je peux toujours le faire. Ensuite, ces triangles, je les recoupe en rectangles dont l'un des côtés vaut 1. Enfin, on fabrique une bande, c'est-à-dire un rectangle, de largeur 1 et d'aire A. Avec tous ces petits rectangles, on va fabriquer une bande de rectangles de largeur 1 et d'aire du polygone P1, c'est-à-dire A. Et en mettant ces rectangles bout à bout, on procède de la même manière avec P2. Si on fait de la même manière avec P2, donc on aura deux bandes de rectangles. Et là, on obtient ces deux bandes de rectangles identiques, ce qui suffit de prouver que les deux polygones sont équivalentes. Maintenant, retenez quoi? Si l'on souhaite maintenant recomposer P2 à partir de P1, il suffit de mémoriser les découpages ayant servi à constituer la bande à partir de P2. Puis maintenant, les refaire dans l'ordre inverse à partir de la bande provenant de P1 pour obtenir P2. Donc, quand j'aurai deux bandes identiques, il suffit juste de savoir comment j'avais formé cette bande P2 à partir de triangles qui ont donné des rectangles dont l'un des côtés c'est 1. Et maintenant, je vais faire le chemin inverse avec les petits rectangles de P1. Si vous voulez, si on avait deux couleurs différentes, ça serait facile de l'expliquer. Maintenant, première affirmation que j'avais faite, la triangulation. Comment je peux toujours trianguler, c'est-à-dire couper en des triangles un polygone donné. Donc, la première étape consiste à faire quoi? À découper le polygone de départ en des polygones réguliers simples, à savoir des triangles. Polygone, un triangle, c'est un polygone parce que c'est une figure qui a trois côtés, donc trois côtés, donc c'est un polygone. Donc, il est toujours possible de découper un polygone en triangle. On différencie deux cas distincts. D'abord, si le polygone est convexe, c'est-à-dire le polygone est sous cette forme-là. Si le polygone est convexe, donc là, il suffit simplement de relier des sommets à tour de rôle, comme indiqué ci-après dans la figure 1. Donc voilà notre polygone convexe. Je relie les sommets à tour de rôle. Voilà. Maintenant, je découpe maintenant. Vous voyez, j'avais dit que je veux découper ce polygone en des triangles. Vous voyez que si je regroupe ces deux sommets, maintenant j'ai un triangle, deux triangles, trois triangles. Finalement, ce 5 côtés, ce pentagone, c'est un polygone, ce pentagone qui a 5 côtés, a été transformé à 3 triangles, c'est-à-dire 3 polygones de 3 côtés. Donc mon objectif, c'était de transformer en des triangles. Donc voilà une manière de faire pour quand le polygone est convexe. Maintenant, deuxième cas, si le polygone est concave, c'est-à-dire si elle n'a pas une forme assez régulière. Si elle est comme ça, elle comprend des creux.
C'est moins évident que quand le polygone est convexe, c'est comme le pentagone de tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Donc, c'est un octogone en quelque sorte, mais il est convexe. S'il en est ainsi, on se propose de commencer par tracer des segments reliant un sommet correspondant à un angle rentrant et à un autre sommet constitué de sorte jusqu'à obtenir un polygone convexe, auquel cas on se reporte à la méthode précédente. Un tel exemple de découpage est donné par cette figure. Donc, vous voyez, au début, j'ai ça, je veux le découper en des triangles. Vous voyez, je coupe ici, ça me fait un triangle, le numéro 4. Ensuite, je peux couper là. Vous voyez, une fois que je coupe ici, je regarde ce polygone convexe là que j'aurai, je le coupe ici, ça me fait un autre. Et celui qui reste est encore un triangle. Pareil pour l'autre côté, vous voyez ici, il suffit juste de couper, ça me fait un triangle le numéro 1. Ensuite, ici, je coupe, ça me fait un triangle numéro 2. Ces deux coupures vont me créer maintenant ce nouveau triangle venant de là. Finalement, ça me fait combien de triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Donc, tout à l'heure, j'avais affirmé que je peux toujours découper un polygone en des triangles. J'ai vu les deux cas, soit le polygone il est convexe, soit il est concave. Et dans tous les cas, vous voyez, je peux découper en des triangles. Ensuite, du triangle au petit rectangle. Rappelez-vous, j'avais dit que je prends ma figure, mon polygone P1. J'ai dit je le découpe en rectangle, en triangle plutôt, et les triangles, je les recoupe maintenant en des rectangles dont l'un des côtés c'est 1. Donc, j'ai déjà montré comment découper en triangle. Il me reste à voir comment maintenant découper en rectangle. Donc, pour cette étape, on propose deux méthodes. Une première plus intuitive, mais nécessitant une découpe de plus que la seconde. Donc, la première, c'est quoi? C'est quand je vais faire avec un rectangle inscrit. Donc, ici, on se dit que puisque l'objectif est de passer d'un triangle à un rectangle de même aire, on va commencer par déterminer la longueur d'un côté du rectangle cible en traçant le plus grand rectangle inscrit dans le triangle de départ. Voilà. Vous voyez donc, voilà mon triangle de départ. Un tel rectangle s'obtient nécessairement en construisant la parallèle à la base du triangle qui passe par les milieux des deux côtés, des deux autres côtés, comme indique maintenant par les trois segments numérotés 1, 2, 3 sous la figure 4B. Ensuite, il suffit de faire glisser les deux triangles ainsi obtenus afin de recomposer le rectangle. Ça veut dire quoi? J'ai mon triangle de début, je trace ces deux, 1, 2, 3, droite. Les parallèles au côté, c'est-à-dire je trace parallèle à ce côté-là, un parallèle à l'autre, un parallèle à l'autre. S'il en est ainsi, regardez le triangle qui se forme. Donc ce triangle est là. Mais ces deux creux du triangle, c'est les deux qui restent que je vais ramener ici. Vous voyez, c'est une rotation. Il suffit juste de prendre ce petit triangle, d'en faire une rotation pour qu'il remplisse ce côté vide en marron. Et l'autre vide en vert, je vais le remplir par l'autre. Ce qui veut dire finalement, à la fin, j'aurai quoi? J'aurai un rectangle maintenant. D'accord? C'est ce que j'ai dit, le rectangle final, donc, ça est là. Ensuite, maintenant, la seconde approche, c'est quoi? Ici, on souhaite transformer les rectangles quelconques obtenus à l'étape précédente en rectangle de côté 1 afin de former la bande de solution telle que décrite dans la section 1.1. Pour ce faire, on commence par découper le rectangle en deux. Puis chacun de ces rectangles ainsi obtenus en deux et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on obtient un rectangle dont l'un des côtés, petit c, mesure entre 1 et 2. On compose alors une première bande de largeur C telle qu'indique la figure 5. Vous voyez donc le rectangle est là. De longueur B, de largeur A, je le coupe en deux. Si je le coupe en deux, ce B-là sera, si je le divise par en deux, chaque longueur sera un B sur 2. B sur 2. Le A, il reste. Ça me fait un rectangle, je recoupe encore ici. Ça me fait deux rectangles qui sont là. Je recoupe encore, je recoupe jusqu'à tomber sur ce petit C. Donc ce C, c'est égal à B sur N. Et maintenant, le C, il est compris entre 1 et 2. Maintenant, si C vaut 1,
on n'a rien de plus à faire. On a notre côté 1. Et sinon, on doit alors transformer cette bande en un rectangle de côté 1. Et on procède alors comme suit. Première chose, on place un point à distance 1 d'un sommet du rectangle sur son petit côté que l'on relie au sommet le plus éloigné de ce point. Ce qui donne un triangle 1 sur la figure 6b qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on place un autre point à distance 1 sur l'autre petit côté du rectangle et l'on en déduit le triangle 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à déplacer les deux triangles comme indiqué pour obtenir le résultat souhaité. Ça veut dire quoi? Le triangle est là. Regardez bien ce que j'ai dit. Le côté que j'ai obtenu, le petit c, dépasse 1, mais il est compris entre 1 et 2. Donc, ce que je vais faire, je vais juste regarder ce qui représente le 1. Je suis là. Supposons que voilà la distance 1. Je marque le 1. Je le fais de ce côté et je le fais de l'autre côté. S'il en est ainsi, maintenant je vais couper. Vous voyez ce que j'ai fait? Je vais couper ce qui reste. Je vais relier ce qui restait du 1 d'ici. Et ici, normalement, ça doit être le même parce que le triangle, les deux côtés opposés ont la même mesure. Dans un rectangle, les deux côtés opposés ont la même mesure. Donc, ce qui restera sur le C, c'est-à-dire le C privé de 1, ce qui reste ici, c'est la même chose que ce qui va rester ici. Donc, je trace ce trait-là. Et s'il en est ainsi maintenant, regardez, quand je vais couper le 1, je vais former un petit triangle ici. Ce petit triangle aura le même aire que ce triangle-là. Donc, le triangle de début, quand je vais le couper, le rectangle de début ici, le petit triangle qui va former ici, je vais l'amener de l'autre côté et après, je vais juste glisser. Et quand je vais glisser, vous voyez, ce qui manque, c'est ça. Et quand je vais glisser, c'est ce qui va me faire mon rectangle de côté 1 à la fin. C'est comme si je creuse, je glisse et je remplis de l'autre côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais glisser ça, il va descendre. Cette partie-là va descendre, ce point-là va descendre ici. Le côté c'est 1, le côté c'est 1, mais il y aura un vide. Parce que vous voyez, quand cette partie en marron glisse, il va créer un vide ici. Maintenant, ce vide-là, c'est cette partie-là. Mais c'est ce qui est de trop ici que je vais recoller. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça va me donner maintenant mon rectangle de côté 1. Maintenant, c'est fini. J'avais affirmé que je prends, si j'ai un polygone, je peux le découper en triangles. Et ces triangles, je vais les découper en rectangles et former deux bandes qui ont le même aire. Et là, je pourrais recomposer P1 à partir de P2. Et j'ai justifié que je peux toujours le faire. Donc, c'était ça, la réponse générale de la question. Maintenant, digression autour du problème. On va voir, en fait, où est-ce que ça nous amène tout ça? Ce problème, est-ce qu'on l'a juste créé comme ça ou bien est-ce que vraiment ça a suscité le monde des mathématiciens au moment? Donc, le résultat de ce défi démontré peut s'énoncer proprement de la façon suivante. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On peut le même donner en théorème du moment qu'on a la preuve en amont. Si deux polygones ont la même aire, alors on peut décomposer le premier en un nombre fini de polygones et les réarranger pour obtenir le deuxième. Attention, ici réarranger veut dire quoi? Ça veut dire en appliquant des translations et des rotations, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a manipulé des figures, mais en réalité, c'est des rotations et des translations que l'on fait des figures. Et donc, je rappelle que ce théorème maintenant a été démontré en premier par William Wallace en 1807 et a été redémontré indépendamment. Donc en mathématiques, ça arrive souvent que deux mathématiciens qui sont même dans des pays différents trouvent des preuves d'un théorème. C'est ça qui fait que c'est vraiment une science universelle. Donc, après Wallace en 1807, il y a aussi Paul Germain en 1833 ainsi que Farkas-Bailey en 1835. C'est pourquoi vous voyez, on a dit théorème de Wallace, Germain et Bailey. Tous les gens qui ont participé à une preuve d'un théorème vont voir leur nom porté sur ce théorème-là. Et donc, en août 1900, lors du deuxième congrès international des mathématiques à Paris, David Hilbert, l'un des plus grands mathématiciens, présenta une liste de 23 problèmes qui marqueront la plupart
le cours de mathématiques du XXe siècle. Parmi ceux-ci, le troisième problème concerne la généralisation du théorème précédent en dimension 3. Bon, ça veut dire quoi? Vous voyez que vraiment, cette fois-ci, c'est des mathématiques. Hein? C'est un peu du lourd. Dimension 3, ça veut dire quoi? J'ai parlé de polygones, de triangles, de pentagones. On était dans le plan. Et en mathématiques, c'est toujours comme ça. À chaque fois où on a un résultat qui marche, on va commencer à voir maintenant si on augmente les dimensions, c'est-à-dire si c'était dans l'espace, qu'est-ce qui allait se passer, etc. C'est la question qu'on s'est posée. Du moment qu'on a vu que pour un polygone, pour deux polygones de même aire, ça marche, on peut maintenant se poser la question si on quitte le plan et on part dans l'espace, qu'est-ce qui va se passer? Et là aussi, on va voir si ça marche, on va voir aussi si on est en dimension 4, etc., etc. Donc, nous sommes en train de généraliser. Cette fois-ci, je ne vais pas vous laisser vous fatiguer et faire des recherches. J'ai fait des recherches. En fait, on a fait des recherches et on a essayé de généraliser, d'explorer et de voir tout ça. Donc, troisième problème de Hilbert, c'est quoi? Étant donné deux polyèdres, vous voyez que tout à l'heure, j'avais des polygones, j'étais dans le plan polyèdre. Maintenant, je suis en dimension 3, c'est-à-dire je suis dans l'espace. Deux polyèdres de même volume. La question qu'on se pose maintenant, peut-on décomposer le premier en un nombre fini de polyèdres et les réarranger pour obtenir le deuxième? Par exemple, si j'ai un cube, une pyramide ou un tétraèdre de même aire, est-ce que je peux former le tétraèdre à partir du cube? Ou bien, si j'ai une pyramide et un cube, est-ce que je peux casser le cube en de je ne sais quoi, de petits cubes ou bien de petits tétraèdres et le reformer jusqu'à avoir une cône de révolution ou bien, en fait c'est ça, parce qu'on quitte le plan, maintenant on est dans l'espace, les figures de l'espace ce sont les cubes, vous les avez appris dans les classes précédentes, les cubes, les tétraèdres, plutôt les cônes de révolution, etc. C'est la question qu'on se pose. Maintenant, ce problème fut en fait vite résolu par Max Dehn, la même année d'ailleurs. Et la réponse est négative. Il a démontré qu'on ne peut pas le faire. Par exemple, il n'est pas possible de découper un cube en de petits polyèdres de façon à obtenir un tétraèdre régulier. Il suffit juste de voir que ça ne peut pas marcher pour cube et tétraèdre, ce n'est même pas la peine de continuer. Cela veut dire que ce n'est pas toujours vrai. Alors qu'on a vu que pour les polygones, c'est toujours possible. Donc en dimension 2, on peut toujours le faire, mais en dimension 3, on ne peut pas le faire. Maintenant, autour de ces questions de découpage, si on s'autorise à des découpages plus exotiques, les choses deviennent vite très compliquées. Et on touche à des problèmes autour de la notion d'air, de volume. Parce que là, vous voyez, c'est les volumes maintenant qui sont en jeu quand on est en dimension 3, quand on est dans l'espace. Un fameux paradoxe illustre d'ailleurs bien le problème, c'est le paradoxe de Banach-Tarski. Donc, c'est quoi le paradoxe de Banach-Tarski? On est toujours en train d'approfondir, on est toujours en train de voir, d'essayer de voir ce qui se passe. Il existe une manière de découper une boule de rayon 1 de R3 en un nombre fini de morceaux et les réassembler de façon à obtenir deux boules identiques à la première. Ça veut dire quoi? Si j'ai une boule en R3, c'est dimension 3 toujours, de rayon 1, je peux casser la boule en des formes de l'espace et prendre ces cassures, ces morceaux. Vous voyez, c'est ce qu'il a essayé de faire comme ça. Il a cassé n'importe comment. Cette fois-ci, on ne va pas dire qu'on a des polyèdres ou des polygones. On ne sait même pas. C'est comme si on a une boule, on casse des morceaux assez, des formes pas du tout régulières de l'espace. On peut reformer, prendre ces cassures, former deux boules de même aire. Donc, c'est ça le paradoxe de Banach-Tarski. Donc, vous voyez, c'est ça la recherche mathématique. On commence par un petit problème, parfois venu de nulle part, publié par n'importe qui, mais dont la résolution vraiment peut être très très subtile. Vous voyez la dernière fois, je vous ai parlé de la conjecture de Goldbach, qui est très simple. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve. Il en est de même que le théorème de Fermat qui a été démontré ensuite, les 7 problèmes du millénaire. Peut-être on va en revenir dans d'autres émissions. Les 7 problèmes du millénaire, les problèmes qui vont traverser 1000 ans, en fait ce millénaire, sans pour autant qu'il y ait une personne capable de les justifier. Et parfois, c'est des problèmes très simples. Vous voyez que cette fois-ci, on a démontré un petit problème de géométrie, en fait pas petit,
très grand d'ailleurs. Une fois qu'on a eu la preuve, on a essayé de voir ce qui se passe dans l'espace et ça nous a permis d'aboutir à des paradoxes et vraiment les gens ont justifié que ça ne marche pas. Et pour ceux qui se posent la question de c'est quoi la recherche mathématique, en réalité c'est seulement ça la recherche mathématique. Donc sur ce, j'invite surtout les étudiants, les jeunes étudiants mathématiciens à revoir cette émission, ce défi, à commencer à faire des recherches extrapolées. Vous allez voir qu'il y aura des choses très très intéressantes. Donc sur ce, comme chaque semaine, on donne une solution, on discute, mais avant de se quitter, on lance encore un autre défi. Donc on était en géométrie la dernière fois, on a trop sué là-dessus, on va encore relâcher et revenir sur un problème beaucoup plus simple. Donc cette fois-ci, on va ressortir de la géométrie et entrer maintenant dans un autre défi, mais d'un problème de la vie courante très simple. Mais toujours faudrait-il réfléchir pour vraiment nous donner la solution. Vous avez toujours une semaine, comme je le dis souvent, pour nous donner la solution du problème. Et bien sûr, à chaque fois où vous vous fatiguez pour trouver une solution, c'est bien, mais on va encore amener un autre défi. Donc sur ce, je vous lance le défi de la semaine qui s'intitule « Le découpage d'un collier ». Moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très 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 élastiques. Bonjour, je suis Kumba, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour à tous, je suis Émilie, chercheuse en mathématiques à l'université de Grenoble. Dans Animate sur Téléécole aujourd'hui, nous allons apprendre à découper un collier. Avec nous dans les studios de Téléécole, Monsieur Diac pour vous expliquer le problème. À vous! Ça veut dire quoi? Deux voleurs ont récupéré un magnifique collier composé de plusieurs perles, soit des émeraudes, soit des rubis, qu'on a essayé de représenter avec ces deux couleurs différentes, vert et marron. Ils ont ramassé ce collier. Maintenant, l'un des voleurs propose de découper le collier selon les lignes rouges suivantes. Donc, parce qu'ils veulent se partager le collier, ils sont deux, ils veulent le partager. L'un des voleurs dit qu'il va couper ici, ici et ici. Vous voyez que l'un va prendre les parties bleues, les parties du collier identifiées par les points orange, et l'autre va prendre les parties identifiées par les points bleus. S'il en est ainsi, regardez ce qui prend les points bleus. Il aura quoi? Il aura un marron, un vert, deux marrons, trois verts. Il aura deux marrons, trois verts. Deux marrons, trois verts. L'autre va avoir deux verts, trois verts, deux marrons. Ah, c'est bien. Donc, chacun aura deux marrons, trois verts. Tout le monde est content. Le partage est équitable. Malheureusement, les coups de cisaille sur le collier métallique font beaucoup de bruit et risquent d'attirer l'attention. La question c'est quoi? Pouvez-vous maintenant proposer aux voleurs une découpe tout aussi équitable où chacun aura le même nombre de verts et de marrons qui n'utilise que deux coupes? Vous voyez, c'est ça en maths. On a fait trois coupes, ça marche, mais maintenant, malheureusement, trois coupes va faire trois bruits et ça va attirer les gens et on va tout perdre. De toute façon, les voleurs vont tout faire parce que les gens vont les entendre. Maintenant, s'ils font deux coupes, on ne va pas les entendre. On se pose la question de savoir est-ce qu'on peut couper seulement deux fois et avoir un partage équitable. Parce que vous voyez, au début, on a 4 marrons et 6 verts. L'essentiel, c'est que chacun ait 3 verts, 2 marrons, 3 verts, 2 marrons. C'est ça donc la première question. Donc j'ai dit découper aussi équitable qui n'utilise que 2 coups de cisaille. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi? Pourquoi n'existe-t-il pas de solution à un coup de cisaille? Là, je vous aide. Je ne vous demande pas de faire un coup de cisaille. Je vous demande de me dire pourquoi un seul coup de cisaille ne peut pas régler le cas, ne peut pas faire de manière équitable. On ne peut pas couper une seule fois et avoir un partage équitable. Ensuite, en fait, je complique un peu la vie. C'est toujours comme ça les défis. Je commence par une petite question. En fait, bon, petite, ça dépend.
Une question simple, on réfléchit maintenant, j'avance petit à petit. Maintenant, tout ce que vous savez maintenant, c'est que le collier a un nombre pair d'émeraudes et un nombre pair de rubis. On avait au début, par exemple, 6 et 4, c'est deux nombres pairs. La question, c'est quoi cette fois-ci? Quel est le nombre de coups de cisaille nécessaires dans le pire des cas? C'est-à-dire, le pire des partages, quel est le nombre de coups de cisaille nécessaires? Est-ce qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 7? Vous allez nous dire. Maintenant, autre question. Proposez maintenant une méthode qui permet d'obtenir le nombre de coups de cisaille minimum dans tous les cas. Pour aller plus loin maintenant, plus compliqué que compliqué, que se passe-t-il maintenant s'il y a P voleurs? Vous voyez qu'on a 2 voleurs. Si on a 3 voleurs, 4, 5, 6, en fait P, où P est un entier, vous allez nous dire tout ce qui se passera. Bon, on sait que maximum il nous faut 10 voleurs parce qu'il n'y a que 10 perles de toute façon. Autre question. Et s'il y a 3 types de perles, qu'est-ce qui se passera? Et s'il y a même M type de perles, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 10 perles, on a 1000 perles peut-être avec 40 couleurs différentes. M, c'est n'importe quoi. Vous allez nous dire, en discutant suivant les valeurs de P et M. Donc voilà, c'est fini pour cette semaine. Ce défi, bon, contrairement à la dernière fois, il y avait une seule question. Cette fois-ci, il y a plusieurs questions. Comme toujours, vous avez une semaine. Réfléchissez à la maison. Prenez un filet, prenez des perles de 2 couleurs différentes. Essayez de faire le découpage pour répondre aux questions. Parce que souvent, la meilleure manière d'avoir des réponses, c'est d'essayer de pratiquer un peu, de prendre le collier, prendre des perles, essayer de faire le découpage. C'est ce qui vous permet de faire la généralisation. Et s'il en est ainsi, vous êtes en train de faire de la recherche mathématique. Ce n'est que ça, la recherche mathématique. Donc, sur ce, je vous dis, chers téléspectateurs de la chaîne Télé-École, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques, donc je vous dis encore, pour la prochaine fois, attendez-vous à la solution de ce défi, bien sûr, et la proposition d'autres défis. Donc, bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.